Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Le Parlement éthiopien prolonge l'état d'urgence de 4 mois. Objectif affiché, mettre un terme à plusieurs mois de manifestations antigouvernementales. Puis l'important remaniement ministériel en Afrique du Sud après l'éviction de 15 ministres ce jeudi 30 mars. 15 ministres dont le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Avec cette décision du chef de l'État, l'ANC apparaît plus divisé que jamais. Et le Burkina Faso face à la problématique du logement social. Dans les grandes villes, les besoins sont estimés à 30 000 logements par an. L'offre est encore insuffisante, mais un programme national de construction de logements est actuellement en gestation. Mais tout d'abord en Mauritanie où le gouvernement approuve l'organisation d'un référendum, un référendum populaire qui se tiendra dans les prochains mois et portera sur une révision de la Constitution du 20 juillet 1991. Parmi les réformes envisagées, la suppression du Sénat, suppression également de la Haute Cour de justice et le changement du drapeau actuel. L'état d'urgence est prolongé de 4 mois en Éthiopie, un état d'urgence instauré en octobre 2016 à la suite d'une vague de manifestations entre Oromo et Amara. Alors que se passe-t-il en Éthiopie? Pourquoi cette prolongation? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Les Éthiopiens n'en ont pas terminé avec l'état d'urgence. Instauré il y a 6 mois, le gouvernement le prolonge de 4 mois supplémentaires. Les autorités l'avaient imposé afin de tenter de juguler un mouvement de contestation antigouvernementale mené par les communautés Oromo et Amara qui estiment faire l'objet de discrimination en faveur des Tigréens accusés d'occuper des postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. Une fois imposé, cet état d'urgence a eu pour effet d'éteindre les manifestations. Et pour justifier son extension, le ministre de la Défense évoque des agissements continus et actifs aux frontières de l'Éthiopie. Nous avons encore des éléments hostiles à la paix qui sont actifs et qui profitent des différends actuels dans des régions du pays. Les responsables qui commettent de tels actes doivent tous être appréhendés avant que l'état d'urgence soit levé. C'est le 9 octobre 2016 que l'état d'urgence a été instauré. Sur le terrain, cela s'est traduit par une trentaine de mesures imposant notamment de sévères restrictions des déplacements et un couvre-feu dans certaines zones du pays, mais également l'interdiction de consulter et de diffuser certains médias d'opposition. On sait aujourd'hui que l'Éthiopie est sous le feu des projecteurs. C'est un pays qui symbolise énormément donc, dans ce débat sur l'émergence et on lie de plus en plus l'émergence à la notion de sécurité. Donc on peut voir dans ce maintien de l'état d'urgence, la volonté des autorités éthiopiennes de maintenir le contrôle d'une main de fer sur la population et les différents mouvements contestataires. Les manifestations dans les régions Amara et Oromo témoignent d'un ressentiment grandissant des membres des deux ethnies. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, 26 000 personnes ont été arrêtées et près de 5 000 autres ont été envoyées devant un tribunal. Et en Afrique du Sud, ce sont au total 9 ministres et 6 ministres délégués qui viennent d'être remplacés. La première cible du remaniement est Pravin Gordhan, ministre des Finances, en lutte contre la corruption. Sur ce changement d'équipe, le président Jacob Zuma martèle le besoin de donner un nouveau souffle à l'exécutif. Clément Joël Soala. Le nouveau gouvernement sud-africain affiche 10 nouveaux ministres et 10 autres vice-ministres. La nouvelle du remaniement est tombée tard dans la soirée du jeudi 30 mars. Ce sont 9 ministres et 6 ministres adjoints qui ont été remerciés. Si la rumeur du remaniement ministériel se faisait déjà entendre dans le pays, le nombre de départs surprend plus d'un. Le président Jacob Zuma dit vouloir ainsi amorcer une transformation socio-économique radicale du pays. I've decided to make changes to the national executive. J'ai décidé d'effectuer des changements au sein de l'exécutif national pour le rendre plus efficient et améliorer son efficacité. Ces changements placent des jeunes et des femmes au cœur de l'exécutif national pour bénéficier de leur énergie, leur expérience et leur expertise.
and expertise. Sans surprise, le grand absent du nouveau gouvernement sud-africain reste Pravin Gordhan. L'ex-ministre des Finances et le président Jacob Zuma avaient clairement affiché leur divergence de point de vue sur la politique du gouvernement, notamment sur la gestion des finances publiques. C'est à se plaindre que des décisions aussi importantes soient prises ainsi, quand on sait que le pays est actuellement politiquement instable et quel effet cela pourrait avoir sur notre économie. C'est décevant et je crois que la plupart des Sud-Africains sont contre cela. Je crois que cela est bon pour le pays et pour l'économie de l'Afrique du Sud. Le nouveau ministre sud-africain des Finances est Malusi Gibanga. Considéré comme un fidèle du chef de l'État Jacob Zuma, il était ministre de l'Intérieur. Le nouveau gouvernement aura la lourde tâche de redresser l'économie du pays en régression ces dernières années. Légère embellie sur le tourisme tunisien, les vacanciers sont de retour dans le pays après une période creuse depuis 2011, mais surtout après les attentats de 2015. Le secteur est encore en difficulté, mais la Tunisie renoue avec la croissance de la fréquentation étrangère. C'est un sujet de Sharon Kamara. 6 ans après la révolution du printemps arabe, le secteur du tourisme tunisien connaît une légère amélioration. Cependant, les objectifs de l'État ne sont pas encore atteints. En plus de la menace terroriste, le pays doit maintenant faire face à une nouvelle circulaire du Royaume-Uni qui interdit l'usage des tablettes, des téléphones portables et des ordinateurs dans les avions en provenance de plusieurs pays arabes, dont la Tunisie. Depuis les événements du printemps arabe, qui a commencé d'ailleurs par la Tunisie, et dans la foulée, les attaques terroristes qui ont eu lieu sur certaines plages de ce pays. Cela a entraîné un reflux de l'entrée des touristes sur le territoire tunisien, qui a affaibli également donc, les revenus tirés de ce secteur-là. Malgré ces difficultés, le gouvernement tunisien met en place des mesures visant à attirer les touristes. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la rencontre du groupe interparlementaire d'amitié France-Tunisie au Sénat parisien. En 2016, les Français n'étaient que 400 000 à avoir choisi la Tunisie, contre près d'1,5 million avant 2011. La reconstruction consiste d'abord à asseoir un climat sécuritaire et politique apaisé. L'essentiel du travail de reconstruction du tissu touristique revient à des mesures de type sécuritaire et de type politique, permettant d'avoir la stabilité et la paix. Afin de combler la chute du tourisme balnéaire, la Tunisie est décidée à attirer des capitaux étrangers en misant sur d'autres marchés, comme par exemple la culture, avec la Biennale de la photographie qui aura lieu en 2018. La Tunisie sera également le premier pays du Maghreb à accueillir le sommet de la francophonie en 2020. Le logement social est un défi dans bon nombre de pays du continent. C'est le cas notamment au Burkina Faso. Et pour répondre à une demande toujours plus croissante, le gouvernement annonce vouloir se lancer dans la construction de plusieurs logements, aussi bien en zone urbaine que rurale. Clément Joël Soala. L'État du Burkina Faso veut construire 40 000 logements dans tous les chefs-lieux de communes urbaines et rurales pour aider les Burkinabés à accéder à des logements décents. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme national estimé à 479,8 milliards de francs CFA. Les Burkinabés ont le choix de souscrire à différents types de logements, à savoir des logements sociaux, des logements économiques, des logements de haut standing et des appartements dans des immeubles HLM. Au niveau de l'État, pour l'instant, il faut dire que c'est un programme qui n'est pas tout à fait clair, parce que même au niveau des premiers responsables, il y a encore des termes, donc des éléments qui restent à clarifier. On dit que c'est à partir du 5 avril que le programme sera concrètement lancé. Pour la souscription, il faut une somme de 2000 francs. Mais au-delà, comment est-ce que les autres paramètres, les choses seront gérées? Donc même au niveau du ministère, donc il n'y a pas assez d'éclaircissement, il n'y a pas trop de détails, donc à ce niveau pour l'instant. Afin de réaliser ce grand projet, le gouvernement du Burkina Faso a sollicité la contribution de promoteurs immobiliers et l'accompagnement d'institutions bancaires. Toutes les 13 régions du pays sont concernées par le projet. Si on prend l'exemple sur une ville comme Ouagadougou qui s'étend donc de façon vraiment assez disproportionnée, donc on se rend compte qu'il y a assez de difficultés pour ce qui concerne les questions de logement. Il y a ce qu'on appelle ici communément les zones non loties, donc les zones des quartiers périphériques qui se sont aussi répandues beaucoup ces dernières années sans que l'État ne soit capable
capable justement de lotir ces zones-là, et tout simplement pour résoudre ce problème et depuis le maximum de burkinabés de logement que ce programme a été lancé et aussi répondre tout simplement sinon résoudre le problème d'urbanisation auquel les différentes villes sont confrontées. Le Burkina Faso fait actuellement face à un besoin de plus en plus grandissant de logements. La population urbaine burkinabé devrait doubler d'ici à 2030 selon les projections. Pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux principales villes du pays, les besoins sont estimés à plus de 30 000 logements par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.